Bonsoir à tous, bienvenue dans La Réunion Léla. En tout cas, content de vous retrouver et de repartir pour une nouvelle saison, en espérant qu'on partagera un peu plus et qu'on aura, sans doute en espérant que le Covid nous empêchera de, pas de, j'allais dire, de continuer à vivre, mais de trouver des solutions parce qu'apparemment, la pandémie est appelée à durer. Donc, on essaiera de trouver quand même les bonnes postures. Pour l'heure, on va parler ce qui nous attend au mois d'octobre, du 1er au 14 octobre, c'est-à-dire élection à la Chambre des métiers, la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion. On en parle dans Causement Réunionnais. Et un des acteurs de l'artisanat et du monde économique qui a beaucoup donné de la voix pour défendre, en tout cas, la bonne gestion des entreprises, c'est Jean-François Maillot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du CSAPR, C'est bien ça. le collectif des Syndicats et associations professionnelles de la Réunion. C'est un... Vous étiez déjà candidat J'étais candidat en 2016 et je suis candidat pour 2021. Là, ça a été ça a été une réflexion facile à mener parce que vu tout le travail que vous avez essayé de faire depuis, on a vu les manifestations, que ce soit à la CGSS, que ce soit devant le tribunal, pour essayer de défendre le droit des entreprises. Voilà, raison de plus qui motive encore plus aujourd'hui justement à travers les élections en chambre de métier, puisque c'est vrai qu'il y a l'association aujourd'hui qui lutte depuis de nombreuses années contre les injustices, entre autres contre certaines caisses. Avoir un pied dans la chambre de métier, c'est de nous donner un pouvoir supplémentaire. Et on ne peut pas passer à côté aujourd'hui par rapport au combat qu'on mène depuis plusieurs années. On ne peut pas passer à côté. On a une obligation d'être présent aujourd'hui. On a bien vu que le contexte devient de plus en plus compliqué et malheureusement, en face, il n'y a pas de proposition. Donc, pour moi, c'est un honneur, c'est une gloire de partir aux élections dans la Chambre des métiers au mois d'octobre. Alors, le point qu'on va faire, on va d'abord parler d'avant Covid et après du Covid. Avant le Covid, la situation, je veux dire, parce que cette élection concerne d'abord les petites entreprises, l'artisanat. Tout à fait. Et cette situation-là, qu'est-ce qui explique que l'entreprise individuelle, que ce soit l'entreprise artisanale ou les petites entreprises, qu'est-ce qui explique que c'est plus difficile? On a l'impression aujourd'hui, et si on écoute les chefs de ces structures, que c'est de plus en plus difficile, que vous êtes un petit peu à la cinquième roue du carrosse de ce monde économique, que vous êtes souvent des sous-traitants, que votre marge ne cesse de baisser. C'était ça avant le Covid, toujours? C'était ça. Le manque de reconnaissance aux PME, aux TPE est toujours présent. Et c'est pour ça qu'on doit réagir. Aujourd'hui, la crise qui dure depuis presque 1 an et demi, toutes les activités sont touchées, que ce soit le service, l'alimentation, le bâtiment, la fabrication. Certains un peu plus que d'autres, mais aujourd'hui, le Covid est venu empirer les choses, aggraver la situation des entreprises. Je peux même dire aujourd'hui que c'est désastreux ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des chambres consulaires, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas d'accompagnement. Et c'est là qu'on veut justement mettre ça en avant. Ça, c'était avant le Covid. Depuis le Covid, la situation, bien sûr, s'est empirée, puisque le travail ne se fait plus, puisqu'il y a plus de propositions, parce que le marché, l'appel d'offres des marchés publics n'est plus aussi présent. Comment la situation a évolué depuis le début de la pandémie? Les marchés publics, on reste au même stade, puisque j'avais toujours dit, on le dit toujours d'ailleurs, que répondre à un marché public n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. D'accord? Il faut vraiment être structuré au niveau de l'entreprise, c'est assez complexe. La personne qui obtient un marché aujourd'hui, il a l'obligation, bien sûr, déjà d'être à jour fiscal et social. Et le souci, c'est qu'on nous demande aujourd'hui des garanties financières.
À savoir, bon, on a un manque d'activité, on n'a plus de trésorerie, on ne peut pas. Et là, les banques ne jouent pas le jeu. Malgré qu'il y a eu des accords, des partenariats signés avec les chambres consulaires, mais les banques ne jouent pas le jeu. Aujourd'hui, on a un gros problème de trésorerie. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la trésorerie et le manque d'activité, bien sûr. Bon, pas d'activité, pas de trésorerie. Et aussi, on voit, les prix sont tirés de plus en plus vers le bas. Dans les marchés publics, aujourd'hui, ben, on prend le moins-disant. On ne peut pas, en 2021, dire qu'on prend le moins-disant sur un marché public. Puisque un prix, ça se forme en fonction de l'entreprise, de la structure de l'entreprise. Moi, je ne pourrais pas avoir le même prix que quelqu'un qui a 50 salariés. Donc, c'est là, mais c'est pareil, on a déjà tiré la sonnette d'alarme là-dessus à plusieurs reprises, mais il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'écoute. J'ai même fait à un moment donné partie de la HCCP, et là, on a bien vu. Juste rappeler ce que c'est. La HCCP, c'est la haute commande publique. C'est que eux-mêmes, ils ont dit à un moment donné, puisqu'on posait la question, mais pourquoi on est ce point, pourquoi on a des marchés qui ne sont pas, pourquoi on a ces prix, mais ils ont dit, aujourd'hui, ce sont les collectivités, on a pas mal de permis de construire, mais ce sont les collectivités qui nous bloquent, qui ne délivrent pas les permis de construire. Donc voilà, ce qui fait aujourd'hui qu'on se retrouve dans un gouffre. Dans un gouffre. On est confronté aujourd'hui, bon, la crise Covid, on est en train de nous demander d'avoir un pass pour aller travailler. J'ai reçu vendredi un mail avec un opérateur social en disant qu'à partir du 15 septembre, vous avez l'obligation d'avoir la vaccination complète, l'obligation de porter un masque, l'obligation d'avoir un badge. OK. L'obligation d'avoir un pass aujourd'hui pour aller chez le restaurant, pour faire ses courses dans certaines surfaces. Mais où va-t-on? Oui, mais le problème, puisqu'il s'agit de marché public, ça m'étonnerait que l'État lâche du lest comme vous voulez. Là, ça va être beaucoup plus, je dirais, cadré, et vos salariés devront se soumettre à ces demandes. Mais je suis tout à fait complètement d'accord avec ça, qu'il y ait des obligations en face. Mais aujourd'hui, quand on voit qu'on nous donne dans certains marchés un prix d'une prestation qui est souvent en dessous du coût de revient, et à savoir qu'on n'a pas le droit de faire travailler en dessous du coût de revient, non. J'avais demandé à la HCCP un moyen de travailler avec certains syndicats pour mettre en place un bordereau de prix moyen. Parce qu'on ne peut pas imposer un prix à une entreprise. Comme je disais tout à l'heure, c'est en fonction de la structure de l'entreprise. Donc, il y a un travail, il semblerait, qui est commencé depuis 2 ans. À ce jour, on est toujours au même stade. On est toujours... Qu'on nous impose des choses, il n'y a pas de problème. Mais les choses qu'on nous impose à côté, il y a un coût aussi. Il y a un coût. Aujourd'hui, on voit la matière première augmenter. Ça a flambé. Depuis la nouvelle route du littoral, ça a flambé. On va revenir aussi sur un point aujourd'hui qui pèse dans la gestion des entreprises, c'est que le fret est en train de flamber également. Le fret, et que donc OMR. Ça va se répercuter sur les prix des produits. C'est fait déjà. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Ok. C'est déjà fait. Donc entre le fret, l'OMR. Alors l'OMR, c'est l'autre de mer rayonné. Ah d'accord, ok. Réunion. D'accord. On a l'OM et l'OMR. D'accord. Et donc ça a monté. Le fret a monté. Aujourd'hui, par rapport à des entreprises, par rapport à une entreprise locale aujourd'hui, le prix des agrégats, hein, qui était, je prends l'exemple d'un camion de sable de 0,6, qui était à 200 €, 210 € livré. Cette année, on est à 420 €. D'accord? Ça a été multiplié par 2, une augmentation de 100%. Et on va ajouter bien sûr le prix du carburant qui est passé de 0,96 centimes pour le gazole à 1,11 aujourd'hui, à 1,11 € aujourd'hui. Donc il y a quand même 15 centimes de plus en à peine quelques mois sur le litre du carburant. Tout à fait. Il y a un impact financier par rapport aux augmentations. D'une façon générale, dans les marchés publics, bon, il y a l'inflation qui s'applique normalement tous les ans. Travaillons après chez un opérateur social, vous savez, qui travaille sur un bordereau de prix. Ce bordereau de prix, pour certains, pour les 3, ça date plus de 7 ans.
Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de réviser ce prix, nous, de dire non, on n'est pas d'accord. Puisque si on dit que nous, on n'est pas d'accord de travailler à ce prix, il y en aura quelqu'un d'autre qui va prendre le marché. D'accord? J'ai eu ce cas-là récemment, que j'ai dénoncé d'ailleurs, parce que si je prends pas ce marché, il y a une raison, et j'ai démontré pourquoi. Mais aujourd'hui, ils ont plus, enfin ce qu'ils disent, ils ont plus de marge de manœuvre pour pouvoir justement rectifier ces prix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, on laisse les gens travailler avec un bordereau de prix qui date depuis 7 ans et pour la plupart des prestations en dessous du coût de revient. C'est pas normal. Là, j'ai entendu récemment, c'est peut-être qu'on arrive en phase des élections, que le bordereau de prix va sortir très bientôt. Mais qui a fait ce bordereau de prix? Des administratifs dans des bureaux qui connaissent pas le prix d'un sac de ciment, qui connaissent pas le prix d'une barre de fer, d'un mètre carré de tôle. Mais comment ça se fait? J'avais fait la proposition qui est qu'on refasse un nouveau bordereau de prix, mais avec les syndicats et associations, avec des professionnels qui connaissent le marché. Oui, mais pas le faire je dirais même en catimini, dans des bureaux. C'est pas possible, on sera toujours au même résultat. Donc, j'attends impatiemment justement le nouveau bordereau de prix, puisque à un moment donné, le conseil départemental disait qu'on aura toujours la possibilité de modifier. Mais quand on voit déjà ce qui se passe, le temps qu'ils prennent pour modifier, il y a bon nombre d'entreprises qui ont mis la clé sur la porte. Oui, et là aussi, ça va être quelque chose, et on attend de voir plus ou moins qu'est-ce que va être j'allais dire, l'évolution du Covid, si ça s'arrêter à un moment donné. Mais quand ça va s'arrêter, je pense que entre les prêts que l'État a mis en place, entre les aides et puis j'allais dire le soutien artificiel à des entreprises, quand ça va s'arrêter, il y en a beaucoup qui vont avoir à régler des comptes. Mais déjà, ce qu'ils proposent, que ce soit le PGE ou le prêt rebond, c'est les principaux prêts qui nous mettent à disposition. Sauf que pour avoir accès à ces prêts, il faut être à jour des cotisations fiscales et sociales. Oui. D'accord? Et aussi, il faut avoir un carnet de commandes. On ne va pas nous donner un prêt si on n'a pas un carnet de commandes. Donc, c'est le monde à l'envers, quoi. Donc, si on fait recours justement à ces aides, c'est parce qu'on n'a pas de trésorerie. Donc, on a besoin de trésorerie pour pouvoir développer notre activité. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Donc, on l'a dit à plusieurs reprises, le contexte, d'accord, vous avez gardé les mêmes conditions. Aujourd'hui, on est dans un contexte exceptionnel. Donc, mesure exceptionnelle. Et juste pour montrer à quel point il y a des paradoxes, aujourd'hui, au niveau national, on parle déjà du fait qu'il y a des entreprises qui ne pourront pas rembourser ces prêts. Mais c'est clair, mais ça peut être mis en cause à n'importe quel moment, même c'est garanti par l'État, je parle du PGE garanti par l'État à 90%, mais ça peut être mis en cause à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, ils peuvent dire, OK, non, nous, on n'est plus d'accord. Nous, on n'est plus d'accord, donc la personne va se retrouver avec une dette, d'accord, et qui va malheureusement empirer la situation de son entreprise. Il risque même d'avoir des saisies. Et en sachant quand même qu'il y a d'autres structures qui existent pour venir en aide aux petites entreprises. Sauf que ces petites entreprises ne sont pas structurées justement pour pouvoir répondre, monter un dossier pour prétendre à ces aides. Et c'est là où je me pose souvent la question, comment la Chambre des métiers n'a jamais mis en place une cellule justement pour accompagner les entreprises à répondre, parce que on sait bien qu'une petite entreprise ne peut pas avoir la même gestion. Le chef d'entreprise, c'est quelques salariés, vont d'abord aller travailler, ils vont pas penser à remplir des documents, vont pas penser à aller répondre à un appel d'offres. Pourquoi ça... Et là, je ne critique personne, hein, je veux dire, parce que personne ne l'a fait, et que la Chambre existe depuis 1975, je crois. 50 ans. Depuis 1975, et on n'a jamais mis en place une cellule, justement, pour répondre à des appels d'offres en faveur des petites entreprises. Ne serait-ce de créer un groupement de petites entreprises. Ce n'est pas le rôle de ça ne rentre pas dans les prérogatives de la Chambre des métiers. Mais tout à fait. Il faut savoir, il existe des formations pour répondre au marché public. Mais c'est une formation de 2 jours ou 3 jours. On vous donne les grandes lignes. Moi, j'ai assisté à cette formation pour comprendre et comment fonctionne. Est-ce que vraiment, en quittant cette formation, on a la possibilité de répondre à un marché? Moi, personnellement, je dirais non.
Oui, c'est pas en 2 jours qu'on... C'est pas en 2 jours qu'on répond. Je pense qu'il y a moyen aujourd'hui d'accompagner les entreprises avec le bordereau de prix, d'accord? Déjà, un travail en amont, justement, pour voir aussi si son bordereau de prix correspond aussi au marché. Parce que souvent, malheureusement, des gens n'ont pas les bons prix. Mais il y a possibilité d'accompagner à travers la cellule marché public, les entreprises qui souhaitent répondre. Et c'est notre souhait. Et puis, il y a 2 choses que j'ai toujours regardées. Un, les entreprises ont du mal à s'entendre pour créer un groupement, pour essayer d'avancer ensemble. Parce qu'il y a toujours une concurrence pour avoir le marché. Et de l'autre, le pouvoir public a toujours joué avec ça, a toujours créé la concurrence pour diviser le monde économique. Mais tout à fait, de jour en jour, on voit la division est là. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et je milite aussi là-dessus. On peut reprendre certaines revues de presse. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. On doit se regrouper parce qu'on n'a pas les moyens pour répondre à un marché ou prendre un local seul. Cela implique quand même si demain vous êtes à la Chambre, que vous fassiez le bon choix parce qu'il y a des gens que vous ne pouvez pas mettre ensemble. Mais tout à fait, mais à un moment donné, comme je dis, il faut savoir ce qu'on veut. On a créé une entreprise pour créer de la richesse. On crée de la richesse. À un moment donné, il faut savoir, on vient dans un groupement, c'est partagé. Je veux dire, c'est pas la personne qui a créé le groupement, ça vient pas sur le compte du groupement, ça vient pour chaque entreprise. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Si moi, je propose une prestation à 100 €, j'aurai mes 100 € à la fin. Donc, c'est une question de confiance. Si on continue à travailler individuellement, être individualiste, on n'avancera pas. Et c'est bien pour ça que là, j'étais avec quelqu'un ce matin. Il me disait que moi, j'ai des projets, j'ai des garanties. Mais la banque me demande des garanties. Je suis obligé de prendre des garanties envers la banque. Mais ils ont dit non. Ils peuvent pas. Ils ne veulent pas prendre des garanties. La rôle a un rôle très important aujourd'hui. Ils ont eu à un moment donné de l'aide, de l'argent pour aider aux petites entreprises. Où est passé cet argent? Où est passé? Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait une ouverture. Mon souhait, moi, c'est d'ouvrir la chambre de métier. On va me dire, oui, la chambre de métier est ouverte tous les jours. Non, la chambre de métier n'est pas ouverte tous les jours. Ouvert administrativement, oui, mais ouvert aux artisans, non. D'accord? Il y a manquement, je peux le dire. J'assiste aux assemblées générales, il y a manquement. Je vois, c'est du copier-coller tous les ans. C'est exactement la même chose. Il y a des services dans d'autres chambres consulaires. Il y a des services qui est mis en place pour les chefs d'entreprise gratuitement, un accompagnement. Pour moi, le rôle de la Chambre des métiers aujourd'hui, c'est qu'il y a des prestations payantes au niveau de la formation, c'est normal, mais à savoir aussi qu'il y a quand même un fonds d'aide qui s'appelle le FAF à côté, le fonds de formation, qui peut venir en aide jusqu'à hauteur de 90%. Aujourd'hui, nous, on doit communiquer ce qui existe à la Chambre des métiers, le rôle de la Chambre des métiers et le rôle des élus. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Et on peut le comprendre aujourd'hui, puisque c'est vrai, la Chambre des métiers, pour moi, c'est du travail à temps plein. Et être élu dans toutes les collectivités, on ne peut pas accomplir sa mission à la Chambre des métiers. Et surtout, aujourd'hui, il y a un contexte, ça va être ma dernière question, Jean-François Mailloux. Aujourd'hui, il faut aussi, non pas bien sûr être disponible pour le métier, mais il faut aussi mener une réflexion sur ce qui est aujourd'hui et quelle doit être l'entreprise dans les années à venir. Parce que ça aussi, ça a évolué. Mais on n'a pas l'impression que les gens du monde économique le disent, que nous devons repenser l'entreprise. Mais c'est le rôle de la Chambre des métiers. La Chambre des métiers n'est pas là juste pour compter combien d'artisans, pour prendre des inscriptions. C'est le rôle du service économique d'accompagner, d'anticiper sur les projets à venir, sur l'avenir de l'artisan. Bien sûr, on est obligé de passer à le numérique. Mais le numérique, aujourd'hui, quelles sont les entreprises qui arrivent à gérer le numérique? C'est le rôle de la Chambre des métiers. Je pense qu'on a les personnes compétentes à la Chambre des métiers, mais on doit refaire une réorganisation, mettre les gens là au bon poste. Et je pense que tout ira mieux, bien sûr, avec une volonté politique, puisque ce sont les politiques, les élus, qui proposent et force de proposition et qui demandent aux administratifs de mettre en application. Et c'est ce qu'on fera. Vous allez avoir un mois pour présenter et développer votre programme. Comment ça va se passer? Écoutez, il y a plusieurs étapes. C'est vrai que je ne suis pas connu de tout le monde.
les autres candidats autant, mais on a déjà travaillé sur un plan de communication. Moi, je le fais déjà à travers mon association depuis X années, justement pour faire connaître la Chambre des métiers, le rôle de la Chambre des métiers, le rôle des élus et aussi le mode de scrutin, puisqu'on sera confronté pour la première fois avec 2 systèmes de vote, donc un électronique et un par correspondant, par envoi. Il faut expliquer aux gens. Et aujourd'hui, les gens ne veulent plus voter. Donc, c'est à nous de leur redonner goût au vote. D'accord. Merci, Jean-François Maillot, pour cet échange. On rappelle donc que la campagne donc, pour l'élection, les élections à la Chambre, la Chambre de métier et la Réunion a déjà commencé, la campagne a commencé. On rappelle juste que le vote aura lieu du 1er au 14 octobre. Ça sera donc un vote électronique. Voilà, très exactement, du 30 septembre au 13 octobre minuit. Voilà. Merci Jean Zamayo. On marque une pause. Je vous retrouve juste après. Aujourd'hui. C'est l'esprit du combat de ces hommes et de ces femmes, de la Réunion, mais aussi d'Haïti, des États-Unis, de Maurice, du Maroc, d'Inde, de Turquie, d'Oman, etc., qui habitent le projet de l'UNESCO, la route de l'esclave, résistance, liberté, héritage. Lancé en 1994, ce projet a pour vocation de soutenir la production de connaissances, développer des réseaux scientifiques et accompagner des initiatives mémorielles et pédagogiques sur cette thématique. Au travers de différentes modalités, donc, l'UNESCO s'est employé depuis plus de 26 ans, désormais, à réfléchir et à avoir un impact transformateur sur ce que l'on pourrait rassembler dans la formule « assumer le passé, réparer le présent, construire l'avenir ». Les personnes d'ascendance africaine, que ce soit dans l'océan Indien, les Amériques, dans les Caraïbes, au Proche et au Moyen-Orient et en Europe, souffrent d'un triple déni. Alors, un déni d'humanité d'abord, alimenté par des stéréotypes racistes les plus fantasmagoristes et infamants sur l'animalité présumée des Africains, des personnes d'ascendance africaine. Un déni de leur histoire. Originaires d'Afrique, les personnes d'ascendance africaine seraient comme ce continent, entre guillemets, sans histoire. Doit-on simplement ici rappeler que l'Égypte constitue la racine civilisationnelle qui a nourri Athènes, qui a elle-même influencé Rome, puis l'Europe des Lumières. Enfin, déni de la contribution décisive de ces populations au développement des sociétés dans lesquelles elles ont été déportées, contribution dans le monde de la culture et de la créativité. Comment ne pas penser, par exemple, dans le cadre français, à Alexandre Dumas, ou dans le cadre russe, à un Pouchkine. Mais ces contributions ont également été apportées dans des domaines décisifs de la science, du savoir et des technologies. Il y a un certain nombre de personnages, comme Edmond Albius, par exemple, qui sont assez étrangement absents de l'histoire mondiale. En ce sens, le présent, avant de se tourner vers l'avenir, doit passer par la première réparation, celle de l'histoire. Une histoire objective et sereine, affranchie des préjugés hérités de la période de l'esclavage et intégrant à sa juste place la contribution de ces populations dans les récits nationaux et leur contribution au progrès général de l'humanité. Le présent, avant de se tourner vers l'avenir, doit aussi comprendre ce qui le lie encore inexorablement au passé et ce dont il doit se guérir avant d'envisager un avenir libre des méfaits du passé. Si l'esclavage a été aboli, ses conséquences sont toujours présentes et réelles, à travers du terrible poison du racisme qui continue de contaminer nos sociétés et détruire les vies. Il n'y a donc pas d'avenir souhaitable tant que nous ne serons pas débarrassés du fantôme de la race. Et je dirais que c'est parce qu'il symbolise une résistance à ce déni que le projet sur le site de l'ancienne geôle de Saint-Denis, dite prison de Juliette de Dieu, a pu bénéficier du label lieu de mémoire associé à la route de l'esclave de l'UNESCO. Cette reconnaissance internationale est consécutive au travail remarquable et à l'engagement sans faille de la présidente de l'association Quartier Libre, Mémoire et Patrimoine Océan Indien,
Madame Marilyn Champignol, et du professeur Prosper Eve. Permettez-moi de vous féliciter pour votre engagement continu pour la préservation de ce site historique, qui contribuera certainement à mieux faire connaître la mémoire douloureuse de l'esclavage et de l'engagisme à La Réunion. Le lien entre les systèmes carcéraux et l'histoire de l'esclavage et de l'engagisme est une piste très importante afin de mieux comprendre l'expérience des personnes mises en esclavage et les engagées. En effet, ces espaces d'enfermement ont été des lieux où se sont souvent retrouvées des personnes qui résistaient à l'oppression esclavagiste et coloniale. Le chemin pour transformer l'actuelle prison d'Odu en ce premier centre international pour les systèmes carcéraux coloniaux dont nous rêvons pour La Réunion peut paraître un peu long. Mais croyez-moi, le chemin peut être beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Si je peux me permettre de vous rappeler l'expérience de Maurice, en 2017, le comité scientifique du projet La Route de l'Esclave se réunissait à Maurice pour y soutenir de tout son poids l'initiative encore embryonnaire de construire un musée intercontinental de l'esclavage. Et, en octobre dernier, c'est-à-dire 3 ans après, nous avons eu le privilège de prendre part au lancement de ce musée en présence du Premier ministre. Et lorsqu'on voit l'engagement et l'attachement d'une certaine représentation politique réunionnaise autour de cette mémoire, je parle ici particulièrement du soutien de Madame la députée Nathalie Bassir, qui a également joué un rôle crucial pour nous convaincre de soutenir ce projet. Je ne doute pas un instant, malgré les difficultés que Marie-Lise a rappelées, que nous nous retrouvions très bientôt pour lancer ce nouveau projet en invitant les amis et les voisins de Maurice. À l'évidence, donc, il est important de construire des centres et des musées thématiques sur l'histoire de l'esclavage et de l'engagisme. Cela favorise une approche intégrée du patrimoine culturel, ainsi que des liens de continuité entre création et patrimoine, et permet au public, notamment les communautés locales et les groupes défavorisés, de renouer avec leurs propres racines et d'aborder les cultures des autres communautés. Construire des musées ou des centres est donc important, mais il est tout aussi important de réfléchir sur ce que l'on montre et la manière dont cela est montré. Il faut sortir d'une représentation et des scénographies qui reconduisent, souvent malgré elles, une vision déshumanisante des personnes mises en esclavage. Sortir de la saturation du récit par des artefacts comme les chaînes, les fouets, et mettre en scène, à l'intérieur des musées et des centres, la dignité, la résilience et la résistance de ces hommes et de ces femmes. Dans cette perspective, le projet dont l'association est porteuse pourra certainement bénéficier des bonnes pratiques en la matière regroupées et analysées dans un ouvrage à paraître intitulé « Nouvelles approches pour interpréter et représenter l'esclavage dans les musées et le site ». Ce travail remarquable, commandité par l'UNESCO et débuté par le professeur Nelly Schmidt, pourrait être un guide pertinent afin d'installer au sein de ce lieu de mémoire la perspective la plus appropriée pour représenter l'expérience de ces hommes et de ces femmes esclavisés ou engagés, jetés en prison, pour le plus souvent parce qu'ils s'opposaient de diverses manières à la domination coloniale. Et j'aimerais conclure, pour ne pas vous prendre trop de temps, parce qu'il est déjà l'heure de déjeuner chez vous, en rappelant qu'en juillet 2019, le Conseil international des musées a approuvé une nouvelle définition du musée. Je cite, « Les musées sont des lieux de démocratisation inclusif et polyphonique, dédiés au dialogue critique sur les passés et les futurs. Reconnaissant et abordant les conflits et les défis du présent, ils sont les dépositaires d'artefacts et de spécimens pour la société. Ils sauvegardent les mémoires diverses pour les générations futures et garantissent l'égalité des droits et l'égalité d'accès au patrimoine pour les peuples. Le travail de préservation et de restauration de mémoire initié par l'association Quartier Libre, Mémoire et Patrimoine Océan Indien, avec le soutien de quelques autorités, reflète parfaitement cette nouvelle dynamique, visant à faire des sites et lieux de mémoire comme la prison Juliette Dodu un lieu citoyen où la mémoire et la représentation de chacun sont respectées. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention. Merci Taboué. Donc, il y aurait peut-être des questions. Moi, la première question qui me vient à l'idée, compte tenu de ce matin, nous avons fait donc une conférence de presse et ils m'ont rappelé à l'instant pour m'informer que le préfet aurait fait également une conférence en disant que le label obtenu
c'est un label non pas pour la prison Juliette Dodu, mais pour l'association. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous donner enfin, je sais que tu l'as dit à l'instant que c'était est-ce que tu pourrais confirmer que c'est bien un label octroyé pour la prison Juliette Dodu? Voilà. Merci. Non, alors, ce qui est important de rappeler, je pense qu'au-delà du rôle que peut jouer l'UNESCO, je crois qu'il est important de démarrer un dialogue, en fait. Et le travail que vous avez fait avec le soutien de l'UNESCO, je pense que c'est une bonne plateforme qui permet déjà d'écarter la piste de destruction de ce patrimoine, ce qui aurait été une aberration. Et maintenant, il faut réussir à discuter. Parce que quel que soit le rôle que l'UNESCO peut jouer pour accompagner, soutenir l'association et soutenir ce projet, le patrimoine reste un patrimoine français. Et en tant qu'organisation internationale, nous serons tenus, in fine, de nous conformer à la voie officielle décidée par le gouvernement français. Je crois surtout qu'en fait, il faut surtout prendre le soutien de l'UNESCO à la fois comme une légitimisation et comme une reconnaissance à l'international du travail qui est fait par toi et par le professeur R, à la fois au niveau du projet pédagogique, au niveau du projet scientifique, et s'appuyer sur ça pour maintenant pour pouvoir construire un dialogue avec les autorités.